Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Accusé d'avoir assassiné Ibrahim Koulibaly et des milliers d'Ivoiriens, Guillaume Soro est-il vraiment le seul responsable de la crise ivoirienne? 9 ans après les faits, le mystère demeure autour de la mort d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. En début mai, une plainte a été déposée à Paris contre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro est-il le seul responsable de la crise ivoirienne? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de Fred Boungou. Suivons. Nous allons encore disséquer l'actualité autour de Guillaume Soro, ancien rebelle, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien leader estudiantin, qui aujourd'hui est donc assailli de toutes parts par de nombreuses affaires. Celle qui nous intéresse, évidemment, c'est la plainte déposée à Paris c'était le 7 mai dernier, donc déposée à Paris par un collectif de 5 personnes, parmi lesquelles une personnalité française et 5 ivoiriennes, appuyées donc par une ONG dont nous essaierons de comprendre le rôle au cours de cette émission. La question centrale étant celle de savoir est-ce que Guillaume Soro peut être tenu pour seul responsable de la crise ivoirienne. Évidemment, il y a d'autres questions sous-jacentes que nous allons explorer avec vous. Vous le savez, cette émission est également la vôtre. Le moment venu, vous pourrez donc nous appeler, nous partager avec nous vos opinions, vos avis sur la thématique et surtout sur les arguments développés par nos différents panélistes. Pour en parler ce soir, André Christelle Fanga, que je ne présente plus, je vous dis simplement bonsoir et je vous renouvelle une fois de plus ma reconnaissance que vous ayez accepté de venir à notre invitation. Ben, Fred Boungou, merci de m'avoir invité. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir panafricaniste, c'est un devoir mondial. Parce que nous avons reçu le ministère de la parole, alors nous devons prêcher cette parole-là. Et c'est pour ça que nous sommes ici, chers Africains. Je dis bonsoir à tous les Africains qui nous regardent, bonsoir aux techniciens qui sont à la machine pour nous permettre d'être vus et écoutés dans le monde entier. Bonsoir plus à la communauté ivoirienne installée au Cameroun et au Ghana qui nous regarde un peu assidûment parce que vous savez que c'est eux les plus grandes victimes. Et sans compter ceux qui sont actuellement dans les prisons en Côte d'Ivoire, ceux qui sont embastillés par le pouvoir génocidaire de Côte d'Ivoire actuel. Donc, merci de m'avoir invité et je crois que nous allons faire un bon débat encore ce soir. Didier Youmkwa, vous êtes donc analyste politique, vous êtes, je sais, parce que je vous connais très bien, très préoccupé par les questions environnementalistes de façon générale. Mais aujourd'hui, vous n'en êtes pas de moins quand même analyste politique. Et nous allons disséquer une fois de plus cette actualité autour de la Côte d'Ivoire, autour de Guillaume Soro avec vous. Merci de nous avoir fait l'amitié d'accepter une fois de plus notre invitation. Merci Fred, je te remercie de m'avoir invité en ce moment. Je salue d'abord tous les téléspectateurs, je salue vos techniciens, grâce à qui nous sommes à l'écran. Je salue mon ami Fanga, je salue le monde entier. Je suis heureux d'être là ici pour débattre des questions assez prégnantes. Je voulais, comme d'habitude, pousser une gueulante, Fred. Nous sommes en guerre. Le coronavirus est venu redessiner les contours de cette troisième guerre mondiale qui se prépare parce que auparavant nous étions limités à la géopolitique, à la géoéconomique. Il faudrait désormais, je vous sais, aussi spécialiste de ces questions-là, écologiques, environnementales, il faudrait désormais, dans votre lexique, il faudrait désormais vous habituer à la géoécologie. La géoécologie, pourquoi? Parce que, voyez-vous, la résilience du continent africain au choc du Covid, je dis du Covid-19 parce que le président Biya, lui, il parle de le Covid-19, alors que l'Académie française parle de la Covid, mais je préfère m'aligner sur le président Biya. Donc, la résilience du continent africain au choc a pu démontrer, comme dit Achim Bembe dans son dernier livre, Le brutalisme, que la terre qui est un pharmacon veut dire un remède qui peut traiter et qui peut être un poison, selon que la solution à la combustion, au métabolisme de la terre, c'est l'Afrique.
C'est pour ça que M. Macron aujourd'hui se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas penser à une économie décarbonée, c'est-à-dire une économie qui libère moins de gaz à effet de serre. Et c'est l'Afrique qui sera la solution. C'est pour cela que j'interpelle les leaders africains. Nous sommes en guerre, nous sommes en train de gagner une bataille, la bataille médiatique avec Afimedia qui est en alerte. Et il faudrait que demain, nous gagnions une prochaine bataille qui doit être scientifique, technologique et intellectuelle. Par conséquent, je vous remercie. Je suis très content d'être là. À chaque fois que vous aurez besoin de ma modeste participation ou bien de ma modeste analyse sur des questions géopolitiques, géoéconomiques et surtout géoécologiques, je répondrai présent. Merci donc à vous Didier Imkwa. Je file donc de ce pas à Yaoundé retrouver l'ambassadeur panafricain François Bikoro. Bonsoir, merci de nous avoir fait l'amitié encore une fois de plus de venir éclairer la lanterne des milliers et des milliers de téléspectateurs d'Afrique Média autour de cette problématique, de cette actualité, autour de Guillaume Soro. Toujours un plaisir, un honneur, mais surtout un énorme défi, Fred Bungu, que de parler à l'Afrique en ce moment où tous les ingrédients sont positivement mis en place pour qu'enfin le combat pour lequel on nous a insultés, on nous a vilipendés, on nous a sous-estimés, on a fermé Afrique Média. Des gens nous ont dit que nous sommes des aboyeurs. 10 ans après, nous nous retrouvons aux confins d'une histoire qui commence à nous donner raison, mais c'est à ce moment précis qu'en réalité notre travail commence. Ils auraient voulu être là Thomas Sankara, Gilles Lem Olympio et tous les martyrs qui en son temps avaient eu raison avant nous et qui avaient été considérés par ceux dont le tirailleur sénégalais avait voulu qu'une fois arrivés en France, qu'ils apprennent à lier le bois au bois, mais rentrés en Afrique, ils ont voulu lier le bois au fer, et nous avons eu cette situation que nous avons aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont un peu plus heureux, qui se posent la question aujourd'hui, mon Dieu, si Paul Biya, à qui on a donné Boko Haram, à qui on a donné Bakassi, à qui on a envoyé les Sénégal et Balaka, et à qui on a ajouté comme un ingrédient au milieu du repas la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Il serait aujourd'hui, peut-être ses enfants ou Didier Yimka ou moi, en train de se poser la question de savoir comment on va la poser tout à l'heure en ce qui concerne le jeune Guillaume Bafoury Soro. Est-il le seul responsable de ce qui nous arrive? J'imagine un seul instant, si les Tchadiens étaient tombés dans la même erreur, lorsque la France avait envoyé un certain nombre de personnes pour venir voler les enfants en son temps, ils avaient appelé ça l'arche de Noé, je crois, au chat de Zoé, quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'était pour voler les enfants, prendre les organes humains pour aller rendre heureux des Français en son temps. On se pose la question de savoir si à ce moment-là, on n'allait pas dire qui était responsable de ce qui arrive aujourd'hui aux rebelles qui sont partis du Soudan pour venir mettre en feu et à sang le pays de Toumaï. On se serait posé la question, la même aujourd'hui qu'on pose. Est-ce que Guillaume Soro est le seul responsable? Et je termine par là, en ouverture, en disant, si les Ivoiriens avaient compris en son temps qu'il était difficile que l'on puisse mettre entre la main, entre la tête, dans la tête d'un seul bambin comme Guillaume Bafoury Soro, l'essentiel de ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois qu'on serait un peu plus éloigné de ce qui nous arrive aujourd'hui. Je salue complètement tous les Africains, mais surtout les intellectuels africains qui savent très bien qu'aujourd'hui ils ont tous les ingrédients pour apporter la lumière à la situation qui arrive aujourd'hui aux Africains, celle où on ne veut pas recevoir, on ne veut pas reconnaître enfin que tous les êtres humains sont égaux, qu'ils soient ceux de science, qu'ils sont ceux de pharmacopée, ils sont noirs, ils sont jeunes, ils sont jaunes, ils sont blancs, mais il reste que ce sont tous des êtres humains et Dieu ne peut pas mettre en un seul être humain tout ce qui est bon et chez les autres ce qui est mauvais. Et je vous dis, frère Bungu, comme je le dis toujours, tout le monde a un talent, mais ne demandez pas une carte. Ne jugez pas une carte à sa capacité à monter sur un arbre. Je ne voudrais pas qu'on juge les Africains
à leur capacité à respecter ce qu'ils appellent aujourd'hui la démocratie à l'européenne, alors qu'il est possible qu'on nous juge selon nos us et coutumes, selon ce que nous savons faire le mieux, à savoir être des êtres humains qui respectent les autres. À bientôt sur le flanc de ce que nous avons toujours fait à Afrique Média, à savoir éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent et de ceux qui nous écoutent. Merci donc à vous, Guillaume Soro. Guillaume Soro, qu'est-ce que je raconte? François Bikoro, je voulais dire. Je reste à Yaoundé avec donc votre co-panéliste. C'est bien le patriarche Aïssi Biloa, à qui je dis bonsoir et à qui je vais certainement adresser aussi la première question de cette émission. Vous avez bien suivi et il y a 5 personnes qui ont donc attrait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au tribunal en France. Mais ces 5 personnes-là sont soutenues par une association, nous dit-on, de droit français qui s'appelle les victimes, association de droit français, les victimes de Guillaume Soro, c'est-à-dire l'association VGS. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces plaignants-là avaient besoin de s'appuyer sur cette association? Est-ce qu'ils avaient besoin donc de s'appuyer sur cette association? Vous l'avez très bien compris, François Bikoro, que cette question s'adresse à vous, étant donné que votre co-panéliste n'est pas encore là. Bon, la communication avec Yaoundé a un petit problème. Le temps pour moi aussi de filer, je pense, directement en France. Retrouver donc le docteur Boga Gervais. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes ivoirien, mais vous êtes avant tout africain. Je vous dis bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir donc honoré l'invitation d'Afrique Média et je vous accueille donc avec cette question d'entrée. Une plainte qui est donc soutenue par cette association de droit français qui s'appelle donc Victimes de Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, cher ami, de nous donner l'occasion, encore une fois, de parler de l'Afrique, ce continent si riche, ce continent si malade de sa démocratie, si malade de certains de ses dirigeants. Heureusement que ce ne sont pas tous, puisqu'il y en a qui de plus en plus se démarquent malgré leur passé et tout cela, comme le président de Madagascar, qui quelque part nous a fait honneur quelque part. Donc je voulais vous dire merci, merci à l'Afrique de nous suivre. C'est vrai que nous parlons encore aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et on va parler de Guillaume Soro au cours de cette émission, mais je voudrais, avec votre permission, en entame de cette émission, dire aux Ivoiriens, dire aux Africains que le dossier de Guillaume Soro est au cœur de la démocratie en Côte d'Ivoire, de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire, parce que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un régime qui a soutenu la rébellion, un régime qui a composé avec la rébellion, un régime qui est parvenu au pouvoir, mais qui a gouverné avec la rébellion. Et en tant que militant des droits de l'homme, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce régime du RHDP, de M. Ouattara, arrête avec les violations de la démocratie, les violations des droits de l'homme. Et c'est pour cela que aujourd'hui, chers amis, je ne vous apprends rien, vous qui suivez la politique en Côte d'Ivoire, c'est que M. Ouattara est en train, c'est vrai qu'il n'est pas au pouvoir d'ici à la fin de cette année, mais il est en train de distraire toute la Côte d'Ivoire avec ce dossier Guillaume Soro, et en dessous, il est en train de manigancer pour que, après lui, vienne au pouvoir encore un certain Gon Coulibaly ou encore quelqu'un du RHDP. Et donc, nous, en même temps que nous défendons la justice et la vérité pour ce qui est de ce qui nous est arrivé en 2010, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que si ce régime ne part pas, la démocratie en Côte d'Ivoire sera toujours bâillonnée, les libertés seront toujours bâillonnées, les droits de l'homme seront toujours violés, et la dictature et les brimades des opposants continuera dans notre pays. Voilà un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un grand projet que nous voulons lancer pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire
en même temps que nous défendons les dossiers de Guillaume Soro. Donc tout à l'heure, vous me permettrez, quand je reprendrai la parole, de vous dire la stratégie que toute la diaspora est en train de mettre en place pour sauver la démocratie. Quant au dossier Guillaume Soro, je suis d'accord que nous en parlions, mais Guillaume Soro ne peut pas être le seul jeune, si jeune, à payer le prix d'une rébellion qui a massacré entre 3 000 et 16 000 Ivoiriens, si je m'en tiens aux chiffres de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Car c'est M. Ouattara lui-même qui a mis en place une commission qui a dit clairement que dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est environ 16 000 Ivoiriens qui ont été tués. Guillaume Soro ne peut pas être le seul responsable. D'ailleurs, il y a quelques mois, Guillaume Soro était à la même table avec M. Ouattara. Si aujourd'hui Guillaume Soro est considéré comme un rebelle, allons-y voir du côté de M. Alassane Ouattara. J'en dirai un mot tout à l'heure. Merci. Merci donc à vous, docteur Gervais Aboga. Didier Yimkwa, cette actualité autour de Guillaume Soro, on voit bien que ça évolue, mais est-ce qu'aujourd'hui, le passif de cette crise ivoirienne-là peut se limiter au cas des règlements internes à la rébellion? Fred Bougou, si tu me permets de me donner un peu de temps, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut interroger un certain nombre de déterminants, un certain nombre de référents, tels que l'enjeu, le contexte et les acteurs. L'acteur ici, aujourd'hui, c'est M. Guillaume Soro Kibafouri, qui pour moi n'est pas un exemple, un déni de la praxis démocratique. Voyez-vous, nous vivons là, en ce moment, la tragédie de la pensée, qui est le continuum de l'esclavagisme intellectuel. Vous savez, l'Afrique a connu l'esclavage. Il y avait deux types de nègres. Il y avait les nègres de salon, il y avait les nègres de champ. Or, il se trouve aujourd'hui avec un certain nombre de médias d'abrutissement qui donnent la parole aux intellectuels de salon, évidemment, qui empêchent de soulever le vrai débat. C'est le débat de la nature de l'État dans le processus du néocolonialisme, de la décolonisation, pardon. Je reviens donc pour que vous me compreniez très bien. M. Ouattara aujourd'hui est la face visible de la perpétuation du néocolonialisme, de la perpétuation d'un système. Or, Gbagbo était l'homme de rupture. Donc, l'arrestation de Gbagbo, son emprisonnement à la CPI, est un frein au processus, à la rupture. Donc, vous comprenez pourquoi je dis ça? Pour dire que Guillaume Soro, M. Ouattara, qui sont les plus visibles, sont les hommes du système. Donc ils se battent pour la perpétuation du système. Et quel système? Le système néocolonial. C'est pour ça que tout autour, on peut les voir, mais derrière eux, il y a des lieutenants, il y a des lampistes, il y a tout ce qu'on peut ne pas voir. Dans la mort de Ibé, évidemment, on sait très bien que c'est Ibé qui était le stratège de la rébellion et Guillaume Soro était la face visible politique. Donc il y a eu toujours un conflit permanent entre ces deux. Monsieur Guillaume Soro, qui a un goût gargantuesque du pouvoir, pour bien maîtriser monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer le concurrent avec, évidemment, la licence, le certificat de M. Alassane Ouattara, dont il était M. Ibé, le garde de ses enfants. Donc vous comprenez, parce que si vous ne situez pas aujourd'hui ce débat-là au sein du processus de la décolonisation, on ne va pas bien comprendre. On n'a pas bien comprendre. Donc ces acteurs-là, vous avez des acteurs
qui s'opposent. Vous avez un qui est un homme de rupture, comme M. Barbeau. Vous avez l'autre qui est un homme de la perpétuation du système, comme je suis en train de le dire. Voilà l'enjeu. Voilà la bataille aujourd'hui. Entre eux, là, ils vont se tuer. Hein. Moi, j'ai plutôt pitié de M. Guillaume Soro. Parce que tout ce qui se passe là, c'est des petites manigances pour l'anéantir, pour l'exclure de ce processus. Parce qu'il dérange. Aujourd'hui, il dérange. Il est comme un caillou dans la chaussure. Et bien, ça peut aller même jusqu'au sacrifice suprême. Dernièrement, j'étais sur ce plateau. En ce plateau, je disais que s'il y avait un conseil à donner à ce jeune-là, c'était de dire la vérité. Exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il a le courage de dire la vérité et toute la vérité? Parce que les acteurs sont là. Et que par rapport au rapport de force, permettez-moi la tautologie, M. Guillaume Soro est affaibli. Donc, ces petits procès qu'on est en train de monter enfant, c'est pour l'anéantir et le capter, comme disait le professeur Conchoua à l'époque, et pour le finir, le tuer politiquement. Donc, je reviens pour dire, autrement dit, je reviens pour résumer, pour dire, ce que nous vivons malheureusement en Côte d'Ivoire, c'est une bataille entre le système et le régime. Il faut poser le débat de la nature de l'État, il faut reposer le débat du processus de la décolonisation. Merci. Merci. Je vais donc à Yaoundé retrouver l'ambassadeur panafricain François Bikoro. François Bikoro, je vais vous poser une question autour de cette thématique. À savoir, vous venez de suivre Didier Yimkwa qui parle donc d'une lutte entre une caste qui veut mieux servir les intérêts des colonialistes ou bien des néocolonialistes. Je vous pose donc la question de savoir où se situe votre position, mais je sais également que vous avez des nouvelles très fraîches en provenance de Madagascar. Ne faites pas l'économie, n'hésitez pas à partager ces informations-là avec nous. À mon petit frère Didier Yimkwa que l'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Et chaque fois que vous voulez être en phase avec l'histoire, il faut être très attentif au bégayement de l'histoire. Je suis un peu gêné qu'aujourd'hui, on ait oublié dans la crise ivoirienne M. Nicolas Sarkozy de Bokza, qu'on a oublié un certain Tcho de l'Organisation des Nations Unies, qu'on a oublié le gouvernement qui était à un certain hôtel, qu'on a oublié les allers-retours de Guillaume Kigbafori entre la présidente de la République et cet hôtel, qu'on a oublié qu'un jour un pays a eu 2 présidents de conseil constitutionnel, que pour une seule élection a proclamé deux présidents de la République. Je dis, c'est souvent un peu gênant et c'est ça qui fait la chance de l'oppresseur. Elle se trouve dans la mentalité de l'oppresseur qui chaque fois tombe sous le coup de la manipulation de l'histoire, de la masturbation de l'histoire. C'est comme ça qu'on va faire l'erreur d'oublier qu'en son temps, le débat sur Guillaume Kigbafori Soro, on l'a eu avec Gilles Olympio. Il avait l'âge de Guillaume Kigbafori Soro. On l'a eu avec Thomas Sankara Isidore. Il avait l'âge de cet enfant aujourd'hui. On l'a eu en son temps avec un certain Idriss Déby Itno. Il avait l'âge de Guillaume Kigbafori Soro en 90. On l'a eu avec un certain Bongo, qui se trouve aujourd'hui le fils d'Omar Bongo. Il a l'âge de ce Guillaume Kigbafori Soro. Et j'ai bien peur qu'on ne trouve pas le lien avec un autre, qui est la représentation de Didier, le président Rajoli. Il a l'âge de toutes ces personnes que j'ai citées tout à l'heure. Rajoli a le même âge que le jeune Soro. Lorsque l'iniquité internationale a été allée bombarder une banque en Côte d'Ivoire pour prendre l'argent qui aujourd'hui sert d'effort de guerre de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Rajoli a fait la même chose que nous risquons de reprocher à ce garçon il y a dans 20 ans. Mais la chance de Rajoli, monsieur Didier, c'est que vous êtes présent. La chance de Rajoli, c'est que nous sommes là. La chance que n'a pas eu le jeune Thomas Sankara Isidore. La chance que n'a pas eu le panafricain par excellence et par existence,
c'est-à-dire le président libyen Mohamed Kadhafi. Imaginez un seul instant qu'il ait eu la chance que M. Gbagbo a eu parce qu'Afrique Média était déjà né. On ne serait pas en train de faire le débat pour savoir qui est plus responsable que l'autre. Si nous avons écouté les gens qui hésitent, on ne serait pas aujourd'hui en train de dire que la victoire est africaine lorsque le PDG d'Afrique Média, je ne cesserai jamais de le rappeler, a pris son bâton de pèlerin. D'abord, nous sommes allés au Soudan. Quand l'iniquité internationale a voulu nous dire que, comme les Soudanais veulent à tout prix dire qu'ils restent naturels, restent chez eux, il y a dictature, il y a ceci, il y a cela. Nous sommes allés au Soudan pour comprendre. Et lorsque nous sommes rentrés, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire a failli arriver à Durban, en Afrique du Sud. C'est-à-dire le siège du premier panafricanisme qui était, et même dans la lutte armée, et la même. Lorsque nuitamment, l'iniquité internationale a utilisé le président Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui doit reconnaître que M. Gbagbo avait voulu rester africain en disant, même si tu es burkinabé, le président de Côte d'Ivoire avait demandé que tous les enfants d'Afrique travaillent pour l'Afrique. J'oublie que tu n'as pas la carte d'identité, je te fais aller à l'élection. Et c'est la même erreur que nous voulons faire aujourd'hui. Nous, la jeunesse intermédiaire, mais surtout vous, Didier, cette jeunesse à qui nous devons être rassurés que vous comprenez les enjeux de l'Afrique au moment où on vous libère l'Afrique. Voilà un enfant de votre âge, président de Madagascar. Première fois il a pris le pouvoir, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il ne voulait pas suivre les instructions, on l'a débouté du pouvoir. Il est allé tranquillement retrouver ses jeunes frères dans la rue, les a éduqués, conscientisés, créé une masse critique populaire, et lorsqu'il est venu au deuxième tour, vous comprenez que je suis en train de parler à Guillaume Kikbafori Soro. Lorsqu'il est venu au deuxième tour, parce qu'Afrique Média existait déjà, il n'a pas eu le type d'analyse dont on dit la crise qui a eu lieu à Madagascar, il sera 15 ans, est-ce que Radioli n'est pas le seul responsable? Là-bas, Afrique Média a installé une matrice, une masse critique populaire de compréhension des actes posés par les leaders africains. Voilà l'affaire Covid. Je vous ai dit, comme le président de Didier l'a dit, le 19 mai, Covid-19 doit amener les Africains à comprendre qu'il va y avoir une nouvelle attitude. La nouvelle attitude, c'est que lorsqu'un Africain pose un acte de courage, comme le président malgache l'a posé, il ne faut pas masturber l'information sur cet acte. J'ai entendu de tout et de rien aujourd'hui, ce dimanche. Je suis au Cameroun. Ça fait 6 mois que j'ai dit je ne bouge pas du Cameroun. Parce que le Cameroun est l'enfant jumeau, le frère jumeau de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est en train de tomber, il ne faut pas que le Cameroun tombe. Et j'ai appris de tout et de rien. J'ai appris que le président malgache a appelé le directeur général de l'OMS pour lui dire oui, je te donne ceci. J'ai appris que le président malgache est en train de vendre le Covid-19 à terre. Non! Il faut retracer la vérité, l'a dit Ramondo Vision. La chance du président malgache et la chance en continuum du président Gbagbo, à savoir que nous, Africains, jeunes Africains intermédiaires et panafricanistes, nous qui ne voulons pas le pouvoir, mais qui voulons que les critères de convergence et de divergence, que ce ne soit pas Paris qui nous dit comment aimer notre président, au moment où je vous parle. Parce que les Africains ont commencé à dire pourquoi il veut garder le remède avec lui. Il y a la science, il y a la pharmacopée, au point que quand c'est en Afrique, on dit pharmacopée. Heureusement que quelqu'un l'a dit sur votre plateau tout à l'heure que pharmacopée veut dire simplement prendre les herbes tournées et remettre. Quand ça concernait Madagascar, on dit il faut vérifier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Au point que des gens sont allés nuitamment supplier le président malgache que l'affaire de Covid là, nous l'avons fait pour gagner les milliards de dollars. Nous l'avons fait pour que les Africains continue de s'endetter en France. Nous l'avons fait pour que le franc CFA passe à écho sans qu'on s'en rende compte. Mon frère, donne-nous la formule, on te donne les milliards comme ça. Le président malgache
qui est très bien entouré, je vous dirai ça tout à l'heure, a donc appelé un certain nombre d'Africains de son âge, de sa génération. Il a appelé les Africains, ses parents, les chefs d'État, leur a dit, voilà ce qu'on m'a dit nuitamment, je fais comment? D'abord, les chefs d'État africains de la trame, de l'âge que vous savez, ceux qui ont eu le courage, qui ont le double de notre âge. Je ne les citerai pas ici parce que les Africains ne savent pas faire foule lorsqu'on va attaquer leur chef d'État, mais vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez un chef d'État africain qui ne serait plus au pouvoir aujourd'hui si Sévère Moto avait reçu le coup d'État qui était parti de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe pour aller à la terre. Vous reconnaîtrez un chef d'État dont le neveu était parti du Soudan pour venir le chercher alors qu'il était à la corne de l'Afrique en train de régler les problèmes au niveau du Sahel. Vous reconnaîtrez un chef d'État à qui on a donné à ses enfants pour brûler les ambassades, pour aller saucissonner historiquement son pays en disant qu'il y a une tribu qui est anglo-saxonne, une tribu qui est francophone. Aujourd'hui, nous avons dit, comme les Européens l'avaient dit en 1945, lorsqu'un certain de leurs frères qu'on peut appeler Guillaume Kibafori serait allemand, parce qu'ils ont décidé, comme il est mort, que c'est lui qui est à l'origine de tout, alors qu'ils ne voulaient pas que les Juifs soient aussi nombreux, ils ont mis leurs frères pour exterminer les Juifs. Je parle sous le contrôle de quelqu'un qui maîtrise très bien l'histoire de Dieu, qui est sur votre plateau. Ils ont dit en 1945, plus jamais ça chez nous. Et nous, panafricains, de la deuxième génération, celle qui va donner le pouvoir à Didier, qui est dans la troisième génération, nous avons dit en Afrique, plus jamais ça. C'est comme ça qu'au moment où je vous parle, lorsque le jeune président, à qui on disait qu'il va être abandonné, a failli flancher, nous sommes repartis là-bas à Madagascar. Au moment où je vous parle, le président malgache croit à deux catégories de personnages. Le PDG d'Afrique Média, dont tout le monde voit toujours un monde visuel de cela, 15 ans, nous étions ensemble. Il y a de cela 3 ou 4 jours, nous étions encore ensemble, qui font partie de ses conseillers, qui lui ont dit, monsieur le président malgache, vous avez l'âge de Thomas Sankara Isidore, nous n'étions pas encore là, il est tombé sur le champ de la bataille. Vous avez l'âge de Guillaume Kibafori Soro, il a failli tomber si nous n'étions pas là. Vous avez l'âge de Blaise Goudé, il a failli tomber si nous n'étions pas là. Vous avez l'âge de toute cette génération d'Africains qui doivent prendre l'Afrique demain, mais sous des paradigmes qui ne sont pas ceux de la colonisation et la néocolonisation. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est rendu à l'évidence que la fatwa mystique qu'ils avaient cru devoir lancer sur l'Afrique en disant que les morts vont s'amonceler dans les rues comme des grappes. Ayant constaté que 5 mois après, les grappes de morts, c'est en Italie. Les grappes de morts, c'est en France. Les grappes de morts sont aux États-Unis. Au point qu'ils sont arrivés à un niveau où ce que l'Afrique a d'essentiel, c'est-à-dire la sagesse, le patriarcat, ils tuent leurs vieillards. Ils laissent mourir leurs vieillards, alors que ce sont ces vieillards qui sont des bibliothèques pour rappeler aux uns aux autres les erreurs que les autres ont commises. Au moment où je vous parle, après la grande émission qui avait été faite à Afrique Média, en ce qui concerne tous les scientifiques africains, que vous appelez prosaïquement pharmacopée traditionnelle, quoi traditionnelle, alors que la science, elle est universelle. C'est la science d'observation, d'expérimentation, et on tire la conclusion. Dès que cette émission est terminée, le président malgache a repris rapidement contact avec nous. Au moment où je vous parle, les scientifiques africains, que vous appelez quoi traditionnels, sont en train de travailler mystiquement, scientifiquement, pour s'assurer que le petit truc que certains ont voulu mettre dans le remède de Madagascar, comme on veut le faire au Cameroun avec le remède de Cléda, pour que demain quelque chose arrive, nous avons dit que ça ne peut jamais arriver. Le président malgache s'est donc entouré et des scientifiques, c'est-à-dire les frères africains qui sont allés apprendre à lier le bois au bois, qui s'étonnent qu'il y a encore 18 pays africains qui hésitent à reconnaître que la science africaine est la meilleure et elle est primitive, donc elle est naturelle. Ils sont donc allés là-bas pour travailler. Donc je voudrais, pour qu'on comprenne bien votre thématique sur Guillaume Kibafori Soro, qu'on
qu'on ne voit pas seulement, comme nous disons souvent en Afrique, là où tu es tombé, il faut voir là où tu as trébuché. L'ennemi ne dort pas. Nous le considérons comme un adversaire parce que nous savons que c'est un jeu, mais lui il considère ça comme étant la guerre. Vous avez constaté, je termine par là, que depuis que Covid-19 existe en Europe, il n'y a plus de guerre du nord ou du sud-ouest en Afrique, il n'y a plus de guerre de Boko Haram en Afrique, il n'y a plus de démocratie en Afrique, il n'y a plus de liberté en Afrique, il n'y a plus de religion, il n'y a rien. On doit être concentré sur ce qui doit être universel, à savoir les morts d'Europe. C'est pour cela que j'en appelle à la génération dont vous constituez. Nous sommes une génération qu'on appelle sacrifiée entre guillemets, mais nous en sommes fiers. D'abord, d'encourager tous les professeurs d'université qui ont peur. Le président camerounais dit ne cédez pas à la panique. Mettez-vous rapidement en contact avec nous. Nous avons la possibilité de vous mettre en contact avec tous les Africains qui se respectent comme le président malgache, afin que tout ce que vous avez accumulé comme science et qui a été frustré longtemps parce que la science est confondue au commerce en Europe, que vous soyez à la disposition de l'Afrique où les scientifiques africains sont actuellement à Madagascar pour travailler à l'avènement d'un monde où tout le monde est en bonne santé. Donc je n'avais pas une information rare, je voulais simplement que toutes les analyses qui vont être faites, que ce soit avec Guillaume Kibafori-Soro, dont on ne doit pas oublier qu'une banque africaine avait été dévalisée, quelques milliards sont partis, on a failli accuser un gardien, un vigile, alors que vous savez que Sia Popo n'avait rien à faire que ces 350 000 francs de colonies françaises d'Afrique qu'il gagnait. Un matin, on a dit qu'il est parti avec des milliards. Personne ne s'est posé la question de savoir, comme c'est encore le cas aujourd'hui, pourquoi la France, qui n'est pas un pays africain, c'est là-bas que tout se passe toujours. Pourquoi la même France qui avait dit que le fils Bongo ne doit pas président de la République, donc il est nigérian. La même France qui avait dit que le fils de Biangema Bazoua a acheté une maison en France, donc bien Malaki. La même France qui a failli voler les enfants au Tchad. La même France qui avait dit à M. Biyabim Bondo, venez ici, on va combattre les Boko Haram. Et aujourd'hui, nous sommes seuls à le faire. Il faut ouvrir le champ large des responsabilités et se dire que certainement, ceux dont nous croyons qu'ils sont, ceux qui ont mis la main à la pâte, peuvent aussi avoir été des victimes d'un moment. Il faut que la colonne vertébrale d'assurance que vous avez mis en place, Fred Bungu, et je vous conseille de ne pas avoir peur. Vous êtes comme Mao Tse-tung en son temps quand il a lancé la grande croisade des 5000 km. Tenez compte du fait que certains parmi vous qui affichent les diplômes de l'ENA de Paris, l'ENAP de Montréal, qui ne savent pas que notre combat est un combat de longue haleine et que nous ne voulons pas être président de la République, et que Guillaume Kibafori-Soro a joué le même rôle que nous on joue aujourd'hui et incompris. Nous devons aider les Africains à se retrouver dans cette donnée, rendez-vous du donner, du recevoir, dans la compréhension totale. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin qu'on dise si Guillaume Kibafori-Soro est victime ou bourreau. La Côte d'Ivoire vient de se rendre à l'évidence qu'on lui a perdu 10 ans inutilement en mettant celui qui a pour la Renaissance à avoir Guillaume Gbagbo en prison inutilement. La Côte d'Ivoire veut voir tous ses enfants ensemble et on n'a pas besoin de la France pour cela. Cette plainte qu'on allait faire en France est de nul effet, comme celle de bien Malaki contre Paul Biya, contre Didier Inno, contre Obiangema Mbazoua. Vous voyez qu'à la fin, j'ai fini par citer ces grands hommes qui ont façonné notre histoire. Merci pour cette belle tirade. On vous connaît d'ailleurs, on connaît votre verve, François Bikoro, mais vous avez admirablement planté le décor en faisant effectivement le lien avec entre ces deux actualités-là. Et j'en profite d'ailleurs pour vous informer, chers téléspectateurs, que cette question du Covid-19, notamment du Covid organique, cette solution donc mise en place par les chercheurs malgaches, que cette solution-là fera l'objet de la deuxième partie de cette émission. Au bas de cette émission, nous allons en discuter, notamment avec le rôle trouble qu'on attribue aujourd'hui à la Fondation Bill Gates. Pour revenir à la thématique donc, du jour et poursuivre notre débat, je voudrais donc joindre très rapidement Jacob. J'espère qu'il est toujours là. Si Jacob est là, on va donc le joindre. Bonsoir donc Jacob, merci de votre amitié, merci d'avoir donc accepté l'invitation d'Afrique Média. Nous parlons bien de la Côte d'Ivoire et de Guillaume Soro. Êtes-vous d'accord
Guillaume Soro aujourd'hui, victime ou bourreau, c'est vraiment une question inutile, à votre avis? Je ne dirais pas, mais je voudrais d'abord saluer Afrique Média pour l'opportunité que ce média nous donne une fois de plus de parler de l'actualité africaine et de l'actualité ivoirienne. Mais pour planter le décor, je ne voudrais pas dire que cette question est inutile. Elle fait partie de l'actualité ivoirienne. Elle fait partie des problèmes des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique. Mais je voudrais tout simplement dire que nous, Ivoiriens, aujourd'hui, nous disons que ce problème de Guillaume Soro ne doit pas être, comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste ivoirien, le docteur Boga-Sako, ne doit pas être le problème central aujourd'hui de la question politique en Côte d'Ivoire. Mais pour revenir donc à votre question, cette question est d'actualité pour nous parce que c'est le procès de la rébellion qui se fait par les rebelles eux-mêmes. Ceux-là même qui avaient pris les armes pour combattre les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est eux-mêmes qui font le procès de la rébellion. Alors que ce sont les Ivoiriens, en principe, qui sont victimes de cette rébellion, conduite par Soro Guillaume et parrainée par Alassane Ouattara. Ce sont les Ivoiriens, donc, qui devaient justement faire le procès de cette rébellion. Pour dire que, oui, ce régime qui aujourd'hui est installé à Abidjan par les soins de la rébellion du MPCI de 2002, ce régime, on nous avait dit, Ibrahim Koulibaly et Guillaume Soro, qui étaient les principaux animateurs du MPCI, nous avaient dit que ils avaient pris les armes pour combattre les institutions de leur pays, pour installer, avait-il dit, pour combattre l'injustice et installer la démocratie. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et donc cette démocratie armée installée à Abidjan, aujourd'hui tout le monde se rend compte que en termes de démocratie, c'était une dictature qu'on avait installée en Côte d'Ivoire. Et cette dictature aujourd'hui n'épargne personne. Au départ, c'était seulement les opposants qui étaient victimes, et ceux-là qui avaient été catégorisés pro-Gbagbo, qui étaient victimes de cette dictature. Mais aujourd'hui, même les principaux animateurs de la rébellion qui ont justement, au sein des forces nouvelles, qui ont été transformés par Alassane Ouattara, FRC, qui ont donc instauré par les armes cette démocratie, ce sont ceux-là aujourd'hui qui nous aident, nous autres, à faire le procès de ce régime d'Abidjan. Donc vous voyez, donc pour nous, ils nous rejoignent pour dire que ce régime doit partir. Non pas par les armes comme eux ils l'ont fait, mais ce régime doit partir par les urnes. Donc on fait tout pour amener Ouattara et le RHDP aux élections. Des élections ouvertes, transparentes, justes et ouvertes à tout le monde. De sorte que nous fassions partir ce régime par la démocratie. Parce que si, par le vote, je veux dire, parce que si ce régime ne part pas, la démocratie qui a été assassinée par la France avec l'action de Alassane Ouattara et de Soro Guillaume, la démocratie ne sera pas restaurée en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, parler de Soro Guillaume nous gêne parce que pour nous, Soro Guillaume, pour ma part, Soro Guillaume est une contre-valeur en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est une contre-valeur parce qu'au lieu de combattre l'impérialisme, comme l'ont fait, parce qu'il s'est identifié, soi-disant, comme un justicier, comme les Thomas Sankara, au lieu de combattre l'impérialisme occidental, il a plutôt combattu la démocratie naissante en Côte d'Ivoire à partir de 2002. Et justement, ce sont les effets de son action, les conséquences de son action guerrière que nous gérons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc
Donc la problématique qui se pose à nous, ce n'est pas tellement les déboires de Soro Guillaume, non. Mais comment faire pour que la démocratie assassinée par les armes, avec l'action de Soro Guillaume, assassinée par les armes par Alassane Ouattara, soit restaurée en Côte d'Ivoire. Voici, pour nous, Ivoiriens, la problématique à laquelle nous devons répondre. C'est pour cela, si je reprends encore la parole, nous allons planter un autre décor pour inviter les Ivoiriens, justement, à s'approprier les mécanismes et les fonctionnements de la démocratie en nous mettant en ordre de bataille, justement, pour, si les élections ont lieu, effectivement, en octobre, pour aller voter massivement et faire partie de ces régions. Pour l'instant, voilà ce que j'ai pu dire, cher monsieur, si j'ai pu répondre à votre question. Je vous remercie. Je suis là encore, on est là pour le débat, donc on continuera. Merci. Bien sûr, le débat se poursuit sur Afrique Média. André Christelle Fanga, vous n'avez pas encore parlé de cette émission. Aujourd'hui, vous diriez comme François Bicrot que ce serait une erreur de désigner Guillaume Soro comme unique responsabilité. Poser simplement cette question-là, ce questionnement qui est donc le nôtre aujourd'hui, qui constitue le ventre de cette thématique. Vous diriez comme François Bicrot que c'est une erreur? Écoutez, dire que c'est une erreur que Guillaume Soro est le seul responsable, je ne pense pas. Je pense qu'il a été comme... Il y a un adage chez nous au Cameroun qui dit que erreur fombutuku, nadame fondos. Et je crois que s'il a commis une erreur, c'était d'obéir. Pour planter le décor de mon exposé, de la petite expérience que j'ai dans ce conflit ivoirien, c'est de commencer par dire qu'est-ce que Guillaume Soro faisait d'abord. Après, on l'a connu comme secrétaire exécutif de la FECI. Après ça, vous avez encore notre passage de Guillaume Soro? Non. Il est juste réapparu comme chef rebelle. Alors, pour marcher ou bien pour organiser une rébellion, il faut les hommes, il faut les moyens, il faut les armes, il faut plein de choses. Et de jeunes étudiants qu'il était, à rebelle, je ne vois pas où Guillaume Soro aurait pris beaucoup d'argent pour organiser cette rébellion. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on a vu un jeune courageux, un jeune qui a voulu brûler les étapes, à ne pas comparer avec les Thomas Sankara qui n'ont pas brûlé les étapes, à ne pas comparer avec Olympio qui n'ont pas brûlé les étapes, à ne pas comparer avec les Oumiobe qui n'ont pas brûlé les étapes, à ne pas comparer avec les Lumumba qui n'ont pas brûlé les étapes, qui ont fini leurs études, de jeunes brillants études, et ont décidé de dire, oh, ok, la colonisation ou bien la néocolonisation a longtemps duré, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas comme Boko Haram qui dit que l'école du blanc est un péché, mais bombarde plutôt leurs propres frères. Donc il n'y a pas de différence entre M. Guillaume Kimbafori Soro Guillaume et Shekau. Il n'y a pas de différence entre M. Kimbafori Soro Guillaume et tous les adeptes de l'État islamique. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir de différence entre ces deux hommes. Parce que j'ai pris le bel exemple pour dire que en arabe, je crois, Boko Haram s'est dit que l'école du blanc c'est un péché. Mais on n'a jamais vu l'école du blanc être bombardée dans le giron où Boko Haram agit. On n'a jamais vu les blancs même, ceux qui ont même été arrêtés, même on a juste demandé des rançons. Heureusement, on avait à la tête d'un État comme le Cameroun un pacificateur, quelqu'un qui aime la paix, qui allait récupérer tous les blancs que Boko Haram avait arrêtés, c'est-à-dire le président Paul Biya du Cameroun. Ça, il faut encore l'en féliciter. S'il avait cédé, je crois que le Cameroun aussi serait comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comptant des milliers et des milliers de morts. Mais heureusement, de manière diplomatique, il a pu gérer cette situation. Maintenant, ayant classifié M. Kimbafori Soro Guillaume au rang de Shekau,
c'est-à-dire grand criminel devant l'Éternel, il est allé en rébellion avec des hommes, avec Ibrahim Koulibaly qui était le chef véritable militaire, et lui qui est venu en tant que jeune étudiant qui avait la fougue et qui avait la capacité de mobilisation et de parole. Il a pris le commandement et il est devenu le chef politique de cette rébellion. Maintenant, ils ont engagé cette rébellion de 2002 pour un pouvoir qui était démocratiquement élu. Ce n'était pas contre peut-être les Blancs, ce n'était pas contre ces Blancs qui continuaient à exploiter la Côte d'Ivoire, à qui on a donné toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui gratuit, une job. Il ne s'est pas levé contre ces Blancs, il ne s'est pas levé contre ces institutions, c'est-à-dire l'ONUCI et tout le reste qui ont causé tant de dommages à la Côte d'Ivoire. Mais il s'est levé contre les propres frères ivoiriens. Et il a commencé les massacres dans son nord natal. Parce qu'il ne les a pas laissés. Parce qu'au nord, il y avait des grands bassins où il y avait des grandes populations, des grands peuples qui soutenaient le président Laurent Gbagbo. Il a commencé d'abord par les exterminer, leurs propres frères du nord, sous le chapeau, sous le parrainage de Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est lui le parrain de la rébellion. Et quand vous allez suivre certaines vidéos que nous avons tous suivies de ces rebelles, de ces dozos qui sont arrivés en plein Côte d'Ivoire, ils ont dit, nous sommes là pour Ado. Nous sommes là pour Alassane Dramane Ouattara. Donc, venez dire que le seul responsable aujourd'hui de la crise ivoirienne, c'est M. Kimba-Fori Soro-Guillaume, c'est non. Il y a 3 acteurs qu'il faut mettre au devant de la scène. Ouais. Premièrement, la France. Deuxièmement, Ouattara. Et troisièmement, M. Soro-Guillaume et tous ses comparses. Et je voudrais vous dire, parce que quand on accuse Guillaume Soro aujourd'hui, depuis le 19 septembre 2002, quand ils lançaient leur première opération contre le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro était là, présent. Afoussiatou Bamba, maître avocat, était présente. Elle était avocate porte-parole de la rébellion. Et elle a été dans le gouvernement du président Ouattara quand ils ont pris le pouvoir. Elle est toujours présente aussi avec Guillaume Soro aujourd'hui en France et partout. Alain Loboyon, député à l'Assemblée nationale, il a été ministre des Sports en Côte d'Ivoire dans le gouvernement formé par Alassane Dramane Ouattara. Donc si vous ne vous reconnaissez pas en ces gens, ça veut dire que vraiment vous êtes malhonnête. On continue. Sidiki Konaté, l'un des bras droits de Guillaume Soro, qui était quand même le second dans la rébellion. Il est venu, il a été ministre dans le même gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Soumaïla Bakayoko, colonel, un ancien colonel de l'armée ivoirienne qui était dans l'armée régulière et qui a démissionné, qui allait accompagner la rébellion, qui était presque comme le formateur de la rébellion. Aujourd'hui, il a eu des promotions au niveau de l'armée et tout le reste. Toujours dans le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, il a été nommé général de division, général de brigade et plus général de corps d'armée, dont le plus grand grade dans l'armée ivoirienne. Je parle bien de Soumaïla Bakayoko. Donc, vous comprenez que on peut en citer comme ça des milliers qui ont été au cœur de la rébellion en Côte d'Ivoire et qui, après avoir réussi, après 2002 jusqu'en 2011, ils ont réussi à s'installer au pouvoir. Et ils ne sont pas venus avec les biscuits et les cacahuètes pour donner aux Ivoiriens. Leur travail, ce n'était pas, ils ne sont pas venus comme ça, ils ont trouvé une armée régulière en face. Ils ont trouvé des populations qu'ils ont marché dessus. Et le coup de grâce a été donné pour déloger le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Où on a vu des hélicoptères français sillonner la Côte d'Ivoire. On s'étonnait comme si la Côte d'Ivoire était devenue une deuxième république française, que la France devait défendre son territoire. On a vu les hélicoptères français, on a vu comment les snipers français descendaient et ils sont allés, sans compter l'ONUCI qui a fait déployer ces, vous appelez ça quoi, ces engins, ces chars qui transportaient des rebelles. Donc,
Comprenez un peu où le mal se situe. Donc, le complot était plus vaste. Le complot est plus vaste. Et donc, peut s'arrêter à la seule personne. Non, écoutez, vous ne pouvez pas venir s'arrêter sur un petit maillon de la chaîne qui s'appelle Guillaume Soro. Non. C'est pas possible. C'est plus grand que lui. Non, c'est plus grand que ça. Nous avons vu l'ONUCI transporter des rebelles. Et nous avons vu plus grave, la même ONUCI avec ses chars qui ont bombardé les jeunes Ivoiriens sur le pont d'Abobo, où les Ivoiriens ont dit, vous ne passerez pas ici. À main nue. Les chars français, l'ONUCI, les hélicoptères français ont pilonné pendant une demi-journée les Ivoiriens sur le pont d'Abobo. Massacre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, venir se limiter sur un petit individu qui n'avait pas de moyens, qui ne pouvait même pas s'acheter un pantalon à cette époque, pour ne pas dire qu'il ne pouvait pas s'acheter une Kalachnikov, aujourd'hui, vous venez l'accuser qu'il est l'auteur de toute la rébellion. Non, je pense que voilà les responsabilités qui sont établies. Chacun a contribué et ce gang de rebelles, ce gang d'assassins est encore aujourd'hui au pouvoir et continue à manœuvrer pour qu'un seul individu porte le chapeau. Merci. Docteur Gervais Boga, vous venez donc de suivre Christelle Fanga qui pense que Guillaume Soro est juste un maillon de cette chaîne. Mais est-ce que les écoutes téléphoniques, les fameuses écoutes téléphoniques en provenance du Burkina qui ont été versées au dossier, où on entend une voix qui ressemble fort à celle de Guillaume Soro discuter avec le ministre Bassolé en lui disant « Tu imagines si on avait laissé Tagro et Ibé vivants, tu imagines qu'on gouvernerait aussi facilement ?» Est-ce que tout ça n'est pas de nature à l'enfoncer quand même, en dépit de ce que dit aujourd'hui Christelle Fanga, dont on connaît par ailleurs la verve quand il s'agit de parler de Guillaume Soro? Mon cher ami et cher compatriote panafricain, Guy Fondo, écoutez, j'ai écouté de belles paroles, de belles analyses, on est tous unanimes sur la question. Monsieur Guillaume Soro, en assumant la rébellion, il a pris un certain nombre de risques, un certain nombre de responsabilités. Et ce qui est intéressant avec ce garçon, c'est qu'il les a assumés. Il a sorti dès l'entame un livre qu'il a intitulé « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» C'est-à-dire pourquoi je suis devenu, si vous voulez, criminel, pourquoi j'ai accepté d'être assassin. Donc il a assumé. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de créer maintenant le lien avec M. Ouattara, parce que Guillaume Soro est jeune, et tout le monde sait que, de par sa position, il ne pouvait pas avoir tous les moyens. Donc on est d'accord là-dessus. Mais je vais aller plus loin, et vous me permettrez de ce temps d'antenne-là pour couper court à tout ça. Allez-y. M. Guillaume Soro a été induit en erreur. Aujourd'hui, il a reconnu. Il estime qu'il a été berné par M. Alassane Ouattara. Un monsieur qui arrivait du FMI, qui arrivait de Pennsylvanie, où il a étudié, et donc la communauté nordiste ivoirienne estimait que c'était le Messie, entre griffes, c'était le Mahomet, entre griffes, qui viendrait sauver la communauté du nord de la Côte d'Ivoire. C'était une grave erreur. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté du nord qui a compris le message, qui a soutenu Guillaume Soro, a vu qu'elle a été bernée. Des fils du nord sont victimes de M. Ouattara aujourd'hui. Des fils du sud, n'en parlons pas. Notre pays est décimé. Depuis 30 ans, chers amis, chers compatriotes africains, depuis 1990, que ce monsieur a été Premier ministre jusqu'à aujourd'hui, il y a 30 ans de notre jeunesse, il y a 30 ans de notre génération qui a été prise en otage par M. Ouattara. Aujourd'hui, mon plaidoyer, en tant que militant des droits de l'homme, c'est de dire aux Ivoiriens, tournons la page. Mais comment on tourne la page? On ne peut pas prendre les armes comme Guillaume Soro a fait l'erreur hier, de prendre les armes contre le régime du RHDP. Nous avons une arme, c'est notre carte d'identité et notre inscription sur la liste électorale. Je le dis parce que les questions de Guillaume Soro deviennent des détails que nous pouvons régler après Ouattara. Puisque tant qu'on est avec M. Ouattara, on ne peut pas régler ces questions-là. M. Ouattara va trier. Il va poursuivre Guillaume Soro, il va poursuivre Mabri Touakus, il va poursuivre M. Bédier, il va poursuivre M. Gbagbo. Mais il faut que le régime du RHDP, là, on l'enlève de la tête de la Côte d'Ivoire, on aura sauvé la Côte d'Ivoire. Voilà notre combat aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous me permettrez
en 2 ou 3 minutes de dire ceci. Aujourd'hui, il y a un combat sur la table en Côte d'Ivoire. On va aller aux élections, même si elles sont reportées, elles auront lieu, les présidentielles. M. Alassane Ouattara dit, pour que vous puissiez être inscrit sur la liste électorale, 5 000 francs. Pourquoi M. Ouattara instaure 5 000 francs? Là où M. Gbagbo était au pouvoir, M. Ouattara dit, le régime de Gbagbo, ce sont des xénophobes. On ne veut pas que les musulmans aient leurs pièces. Guillaume Soro en tête. Et à Marcoussis, en janvier 2003, on impose au président Laurent Gbagbo, on met dans la loi, dans la décision de Marcoussis, cet accord-là, que M. Laurent Gbagbo distribue les cartes d'identité aux populations ivoiriennes, notamment aux nordistes. En 2004, M. Laurent Gbagbo a distribué 6 millions de cartes nationales d'identité gratuitement aux Ivoiriens. M. Ouattara arrive, la Côte d'Ivoire est émergente et il dit, pour avoir la carte d'identité, il faut payer 5 000. Mais pourquoi il fait cela? Il fait cela parce que les populations du Sud, les populations qui soutiennent Laurent Gbagbo, les populations qui aiment la démocratie, qui sont souverainistes, elles ne peuvent pas avoir 5 000 francs pour payer la carte d'identité. Donc M. Ouattara, d'une façon subtile, il bloque la démocratie, de façon à ce que, à l'élection présidentielle, comme lui n'est pas candidat, le candidat du RHDP devienne quelque part tout de suite le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une volonté d'embrigader la Côte d'Ivoire, de bâillonner la démocratie. Et nous, si nous sommes des souverainistes, nous sommes des panafricanistes, aidons la Côte d'Ivoire à libérer son pays. Aidons la Côte d'Ivoire à libérer ce pays du joug du RHDP, un régime dictatorial qui viole les principes de la démocratie et les principes des droits de l'homme. C'est notre combat aujourd'hui. Donc, en tant que président d'une structure des droits de l'homme, j'en ai deux au fond, de deux structures des droits de l'homme, la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, qui a été déclarée en Côte d'Ivoire, dont une partie a été déclarée en France, et puis Grande Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, que j'ai fait déclarer aux États-Unis, dans l'État de Delaware. Donc, ces deux structures-là, on a décidé de lancer une opération, une cagnotte. On va recueillir des fonds pour aider les Ivoiriens à payer leur carte d'identité. Puisque M. Ouattara vend les cartes d'identité à 5 000 francs, les Ivoiriens risquent d'être écartés du jeu électoral. La cagnotte, elle prend effet demain. Lundi 25 mai 2020, l'opération est lancée, c'est une cagnotte qui est en ligne et nous avons intitulé cette cagnotte-là avec 10 €. Je paye une carte d'identité pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Chers amis, on a trop bavardé, on a trop parlé, maintenant il faut agir. La diaspora va se mobiliser pour envoyer 10 €. Vous envoyez 10 € parce que la carte d'identité il fait 5 000 francs CFA. Les 10 €, quand vous achetez en ligne le timbre, ça vous fait à peu près 5 900 francs. Voilà. Donc, nous allons demander aux uns aux autres de nous aider à payer les cartes pour pouvoir sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, l'opération est lancée. Nous invitons les uns et les autres à nous aider à payer 5 000 francs CFA pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà l'opération que nous lançons. Nous pensons que nous sommes pragmatiques pour pouvoir aider les Ivoiriens à sauver la démocratie en Côte d'Ivoire, débarrasser les Ivoiriens du régime RHDP, débarrasser les Ivoiriens de ce régime dictatorial qui brûle la démocratie, qui emprisonne quand il veut, qui envoie les gens à la CPI, qui fait ce qu'il veut. Et la Côte d'Ivoire lui appartient. Il faut mettre fin à ce régime et libérer la Côte d'Ivoire de tout. Voilà ce que nous avons à dire et c'est pour cela que nous avons lancé cette cagnotte. Je voudrais qu'on nous aide à sauver la Côte d'Ivoire de ce régime du RHDP. C'est beaucoup plus pragmatique. Sinon, Guillaume Soro, ce n'est que l'iceberg le plus dur, le plus lourd. C'est tout ce régime et tout ce système du RHDP piloté par M. Ouattara. Merci beaucoup, mais c'était ça que je voudrais dire et je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs parce que je suis obligé de me retirer, mais nous devons sauver la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Gervais Boga. Je crois que vous en avez assez dit. Vous êtes donc, je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, mais vous êtes également un militant droit de l'homiste.
Un procès contre Soro serait une victoire tant pour le tribunal de La Haye, qui a grand besoin de redorer sa crédibilité, que pour l'administration ivoirienne sortante, qui cherche à transférer en douceur le pouvoir à quelqu'un qui poursuivra dans la même voie que Alassane Ouattara. Il reste à voir si Soro acceptera la sombre situation qui est la sienne ou s'il se battra par tous les moyens nécessaires pour réaliser son rêve de s'emparer de la présidence de la Côte d'Ivoire. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.